De nombreux investisseurs sélectionnent désormais les entreprises pour leurs normes environnementales, sociales et de gouvernance. Cela devrait être une bonne chose. Mais alors pourquoi investissent-ils encore en Chine ? Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Pour de nombreux investisseurs étrangers, la Chine est la terre des opportunités, l'Eldorado des marchés financiers. À la fin de la révolution culturelle, la Chine ne pouvait pas fabriquer beaucoup de choses elle-même, ou du moins pas bien. Cela a créé une opportunité pour les entreprises étrangères à venir s'y installer. Et elles l'ont fait. La Chine compte 1,4 milliard d'habitants, ce qui signifie que si ne serait-ce qu'une fraction d'entre eux achète le produit d'une entreprise, celle-ci peut s'enrichir considérablement. C'est pourquoi les investissements étrangers en Chine ne cessent de croître. Mais il existe des signaux d'alarme éthique importants lorsqu'il s'agit d'investir en Chine. Pour commencer, la Chine a un problème majeur de pollution. Dans le but d'enrichir les responsables du Parti communiste chinois, je veux dire, de développer son économie, la Chine a pratiquement détruit l'environnement. C'est en grande partie en raison de son utilisation du charbon, ce qui a considérablement pollué les villes chinoises. La Chine a également d'autres problèmes de pollution, que je ne développerai pas ici pour le moment, mais je vous mettrai un lien vers cette vidéo que nous avons réalisée, sur la façon dont la pollution en Chine a atteint des niveaux apocalyptiques. Grâce en grande partie à sa consommation de charbon, la Chine émet plus de CO2 que tous les autres pays développés réunis. Ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, a rendu la Chine assez impopulaire lors du sommet sur le climat COP27 cet été. Le problème de pollution de la Chine a également conduit au phénomène des « villages du cancer », où presque chaque foyer d'un village compte au moins une personne atteinte d'un cancer. Le bilan de la Chine en matière de droits de l'homme est tout aussi mauvais que celui de l'environnement. Peut-être même pire, même si c'est un peu comme comparer des pommes et des oranges. Des pommes épouvantables et des oranges horribles. L'organisation à but non lucratif Freedom House a donné à la Chine une note de 9 sur 100 pour la liberté cette année. De son côté, Reporters sans frontières a attribué à la Chine l'un des plus mauvais classements au monde, en matière de liberté de la presse. En fait, il n'y a que 5 pays qui sont encore plus mauvais, dont l'Iran et la Corée du Nord. Et le département d'État américain a désigné la Chine comme un pays particulièrement préoccupant pour ses violations de la liberté de religion. Les États-Unis ont également accusé la Chine de commettre un génocide contre les Ouïghours, une minorité ethnique majoritairement musulmane. Elle a notamment enfermé au moins 1 million d'Ouïghours dans des camps de concentration. Même l'ONU, qui a été profondément compromise par la Chine, affirme que cela constitue potentiellement des crimes contre l'humanité. En 2019, un tribunal indépendant au Royaume-Uni a constaté que la Chine prélevait de force des organes sur des prisonniers de conscience. Et si quelqu'un ose critiquer le Parti communiste chinois, il peut légalement disparaître et être torturé. Je pourrais continuer, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et puis il y a la censure chinoise, qui est ce qui maintient le couvercle de la cocotte minute malgré tous ces problèmes. Outre la création d'un grand pare-feu qui bloque les informations extérieures sur l'Internet chinois, la Chine a créé un système de surveillance qui utilise l'intelligence artificielle pour suivre les gens selon leur apparence, leur voiture et leur téléphone. La Chine exige de ses citoyens qu'ils utilisent leur vrai nom sur l'Internet, afin qu'ils puissent être facilement repérés s'ils se heurtent à la censure. Et la Chine exige même que les gens fassent un scan du visage pour obtenir un nouveau téléphone. Ce qui est grave, mais pas autant que d'avoir à faire un scan facial juste pour obtenir du papier toilette. Il est clair que c'est là le véritable outrage. Pendant que le Parti communiste chinois était occupé à construire la société dystopique de 1984 de George Orwell, le monde de l'investissement a retrouvé la raison et a cessé d'investir en Chine. Du moins, c'est ainsi que l'histoire aurait dû se dérouler. Malheureusement, c'est exactement le contraire qui s'est produit. Je vous en dirai plus après la pause. Bon retour parmi nous. Il y a une nouvelle tendance dans le monde de l'investissement appelée ESG, qui signifie investissement environnemental, social et de gouvernance. L'idée est que l'investissement décide des entreprises qui réussissent et de celles qui échouent. Et quel meilleur moyen d'améliorer le monde que d'investir dans des entreprises qui soutiennent de bonnes valeurs? Cela semble être une bonne chose, non? Le problème est que l'argent est toujours une priorité plus importante. Et les normes ESG peuvent être facilement manipulées. L'idée de l'investissement ESG, ou socialement responsable, existe depuis au moins les années 1970. Mais elle a vraiment pris son essor au cours des 10 dernières années environ.
Ce graphique montre le nombre de signataires des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, ou PRI. Les PRI sont en fait la version de l'ONU des principes ESG. Dans sa définition des PRI, l'ONU énumère des choses comme le changement climatique, la pollution, les droits de l'homme, l'esclavage moderne, les pots de vin et la corruption, et le lobbying politique. Ici, il semble que les questions environnementales, sociales et de gouvernance aient toutes le même poids. Mais en réalité, la plupart des investissements ESG se concentrent sur l'environnement. Et parmi les problèmes environnementaux que j'ai énumérés plus haut, le changement climatique est de loin le principal problème. Même les Nations Unies admettent que le changement climatique est la question ESG la plus prioritaire pour les investisseurs. Donc, puisque la Chine est un désastre climatique ambulant et qu'elle prévoit même de construire plus de centrales à charbon qu'elle n'en a déjà, on pourrait penser que les investisseurs ESG réaliseraient que la Chine n'est pas un investissement vert. Mais non, comme je l'ai dit précédemment, lorsqu'il s'agit de faire de l'argent, ce qui compte vraiment, c'est ce genre de vert. Voici comment le Forum économique mondial justifie cette double pensée. Le président Xi a annoncé l'objectif de la Chine d'être neutre en carbone d'ici 2060, ce qui alimentera davantage la transition vers une économie à faible émission de carbone. Peu importe que la Chine ait également déclaré qu'elle continuerait à augmenter ses émissions de CO2 jusqu'en 2030. D'autres prétendent que la Chine est définitivement engagée dans le virage vert parce qu'elle est le plus grand fabricant d'équipements pour les énergies renouvelables. Oui, tous les panneaux solaires sont fabriqués en Chine grâce au travail forcé. Si vert. Maintenant, je suis sûr que certains d'entre vous pensent, pourquoi tant de cynisme, Chris? Ce n'est pas parce que la Chine opprime son peuple et pollue l'environnement qu'elle ne se soucie pas de la destruction de la planète. Eh bien, pour commencer, le fait que la Chine émette plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des pays développés réunis et qu'elle ne prévoit pas de s'arrêter avant 8 ans montre assez clairement quelles sont ses priorités. Deuxièmement, si vous regardez comment la Chine traite les autres ressources mondiales dont le monde dépend, vous pouvez constater qu'elle s'en moque éperdument. Par exemple, la Chine a pratiquement éliminé tous les poissons de ses propres eaux, ce qui explique que des pêcheurs chinois aient été surpris en train de braconner dans le monde entier. Et il ne s'agit pas seulement de pêcheurs privés, mais d'opérations de pêche subventionnées par l'État. Lorsque le Parti communiste chinois parle de la promesse des énergies renouvelables, il ne prétend pas se préoccuper du changement climatique. Il le dit parce que c'est une grande opportunité commerciale. Par exemple, la Chine a accordé des subventions massives à son industrie des panneaux solaires. Cela lui a permis d'inonder le marché de panneaux solaires bon marché et d'évincer la concurrence dans le monde entier. Et comme je l'ai mentionné plus tôt, je suis sûr que le fait que la Chine ait beaucoup d'Ouïghours réduits en esclavage et devant être rééduqués par le travail forcé a également aidé. Et puis, il y a le fait que le Parti communiste chinois a l'habitude de dire ce que les investisseurs veulent entendre et de faire exactement le contraire. Voici le vice-président de la Commission de régulation des valeurs mobilières de Chine en août 2020. L'économie chinoise, malgré les défis de Covid-19, a en fait récupéré assez bien. Et au cours des 3 dernières semaines environ, je suis allé à Hainan, je suis allé à Qingdao, et je suis allé à Shenzhen, puis je suis allé à Guangzhou, donc je suis allé dans 4 villes au cours des 3 dernières semaines, et juste sur la base de ma propre observation, l'économie semble avoir assez pleinement récupéré. C'était à l'époque où la Chine essayait de convaincre le monde qu'elle avait définitivement battu le Covid. 2 ans plus tard, la Chine est toujours en proie à la pandémie et son économie ne s'est absolument pas remise. C'est pour cette raison qu'elle essaie maintenant de stimuler les investissements étrangers. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. La Chine a donc essayé de séduire les investisseurs étrangers pour aider son économie en déclin. Et les investisseurs étrangers ont répondu présent, malgré le risque que les confinements arbitraires du gouvernement puissent revenir à tout moment. Même au début de la pandémie, les entreprises étaient encore fortement investies en Chine. En 2021, Hong Kong Watch a examiné une série d'investisseurs institutionnels qui avaient des investissements en Chine, dont beaucoup étaient des gestionnaires de fonds publics. Tous utilisaient le langage ESG pour décrire leurs principes d'investissement. Mais lorsque vous regardez les entreprises dans lesquelles ils ont investi, disons qu'ils avaient une interprétation assez lâche de l'ESG. Le New Zealand Superannuation Fund est le fonds d'investissement gouvernemental de la Nouvelle-Zélande, qui couvre pratiquement tous les fonds de pension des Néo-Zélandais. Il affirme s'être engagé à respecter les principes de l'investissement responsable des Nations Unies. Il a même reçu une note A+ des PRI de l'ONU pour ses investissements responsables.
Mais Hong Kong Watch a découvert qu'elle avait investi dans 14 entreprises chinoises que les États-Unis avaient mises sur liste noire pour des raisons de sécurité nationale et de droits de l'homme. eFlyTech, par exemple, aurait travaillé avec l'armée chinoise. Tandis que Zhejiang Dahua Technology a travaillé avec le régime chinois sur des systèmes de surveillance pour traquer les Ouïghours. Même chose pour le Norwegian Sovereign Wealth Fund, le fonds de pension norvégien géré par le gouvernement. Il affirme attendre des entreprises qu'elles intègrent les droits de l'homme dans leurs pratiques commerciales, et précise que les entreprises peuvent être exclues du fonds si elles ne le font pas. Pourtant, Hong Kong Watch a découvert que le fonds était fortement investi dans des entreprises telles que Alibaba, Tencent et Baidu. Alibaba a travaillé avec le gouvernement chinois sur une technologie de reconnaissance faciale qui ciblait spécifiquement les Ouïghours. Tencent, propriétaire du service de messagerie WeChat, censure régulièrement pour le Parti communiste chinois, surveillant même les utilisateurs étrangers de WeChat. Le moteur de recherche Baidu a également été accusé de collaborer avec le parti pour censurer les discours pro-démocratiques. Le mois dernier, la société de services financiers Morningstar a revu à la baisse la note ESG de Tencent et Baidu en raison de leur censure de l'Internet chinois. Tout cela est donc plutôt mauvais. Et puis il y a les fonds étrangers investis dans les entreprises énergétiques publiques chinoises. Le UK Parliamentary Contributory Pension Fund est le régime de retraite des membres du Parlement britannique. En plus d'être investie dans Tencent et Alibaba, elle avait des centaines de milliers de livres sterling investis dans Sinopec. Sinopec appartient à l'entreprise publique Sinopec Group. Sinopec a des liens étroits avec l'armée et l'État chinois, développant des gilets pare-balles pour l'armée chinoise, ainsi qu'étant la plus grande entreprise de raffinage de pétrole et de gaz au monde. Selon un rapport publié par le fonds de pension en 2021, les gestionnaires du fonds sont censés examiner les violations des droits de l'homme, ainsi que les risques liés au changement climatique. Je ne suis pas sûr qu'ils considèrent que le fait d'investir dans le plus grand producteur de pétrole et de gaz naturel contribue à atténuer le changement climatique. Mais je suis sûr qu'ils ont une bonne excuse. Le UK Universities Superannuation Scheme a également investi dans Sinopec. Il s'agit du plus grand régime de retraite privé du Royaume-Uni et il est également membre des principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Ces fonds institutionnels ne sont pas les seuls à investir en Chine. Beaucoup d'autres, comme JP Morgan Chase et BlackRock, y sont également fortement investis. Mais ce n'est pas parce que c'est courant que c'est acceptable. Les entreprises qui prétendent suivre les principes ESG rendent ce terme quasiment vide de sens en investissant en Chine. Et pas seulement à cause des violations des droits de l'homme et de l'environnement commises par le Parti communiste chinois. C'est aussi parce que le système de fusion civile et militaire du Parti communiste signifie que toutes les entreprises en Chine, qu'elles soient privées ou publiques, sont finalement sous le contrôle de l'État. Et cet État ne se soucie pas vraiment d'améliorer les questions environnementales, sociales ou de gouvernance. Et n'oubliez pas que la Chine non censurée ne peut continuer à produire des épisodes comme celui-ci que grâce au soutien de téléspectateurs comme vous, qui contribuent à l'émission par le biais du site de financement participatif Patreon. Et pour vous remercier, je réponds aux questions des téléspectateurs à la fin de chaque épisode. Generic Full-Time Weirdo demande. Récemment, j'ai vu une carte des pays qui prétendent être une démocratie. La Chine était l'un des presque 95% de ces pays. Pourriez-vous expliquer à quoi ressemble la démocratie avec des caractéristiques chinoises dans un pays avec une idéologie marxiste-léniniste? Eh bien, générique full-time weirdo, je peux faire mieux que ça. J'ai fait un épisode entier l'année dernière sur la façon dont la Chine se considère comme étant une démocratie maintenant. Ou plutôt, sur la façon dont le Parti communiste chinois fait cette énorme campagne de propagande pour récupérer le terme « démocratie ». Oui, le Parti communiste chinois a une bien meilleure démocratie que les stupides États-Unis avec leur stupide vote de masse. Le meilleur type de démocratie est une personne, un vote. Et cette personne est Xi Jinping. Comment la soi-disant démocratie chinoise s'accorde-t-elle avec le marxisme-léninisme? Parfaitement, c'est même dans la constitution chinoise. Vous voyez, c'est le Parti communiste chinois sous la direction du marxisme-léninisme qui dirige la dictature démocratique du peuple. Et si vous ne savez pas ce que signifie la dictature démocratique du peuple, j'explique comment le président Mao a inventé ce terme et comment il est encore plus tordu qu'il n'y paraît dans cet épisode. Je vous invite à le regarder pour mieux comprendre et merci de soutenir l'émission. Et si vous souhaitez faire de même, rendez-vous sur patreon.com/China Uncensored. Nous comptons sur votre soutien pour continuer à faire de grands épisodes. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.